Bonsoir à tous. Nous allons parler des élections législatives. Le scrutin, c'est dans moins d'une semaine. Nous recevons aujourd'hui la présidente du Parti des Travailleurs et tête de liste à Alger, Louisa Hanoun. Nous allons parler de son programme, de son projet, de la mandature qui vient et de celle qui se termine. Lors de la deuxième partie, nous recevons le journaliste Laurent de Saint-Périer de Jeune Afrique pour parler des questions internationales et de ce qui se passe notamment en France avec la présidentielle, la Syrie, la Libye et les tensions algéro-marocaines. Place au débat. Bienvenue à ce nouveau numéro de Place au débat. Les élections législatives, c'est dans moins d'une semaine aujourd'hui. Nous avons reçu sur ce plateau les principaux têtes de liste de certains partis, notamment tête de liste FLN. Nous avons reçu aussi le tête de liste du MPA, bientôt la tête de liste FFS et RND. Aujourd'hui, nous recevons Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des Travailleurs. Lors de la deuxième partie de Place au débat, nous aurons face à elle le journaliste Laurent de Saint-Périer de Jeune Afrique pour parler des questions internationales. On n'en parle pas assez. Bonsoir Louisa Hanoun. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du PT, tête de liste à Alger. La campagne se termine bientôt. Le scrutin, c'est dans moins d'une semaine, jeudi 4 mai. Comment s'est déroulée la campagne dans l'ensemble? Est-ce que ça ressemble à celle de 2012 ou est-ce que c'est différent? Non, les élections de 2017 ne ressemblent en rien à celles de 2012 parce que d'abord, le contexte mondial n'est plus le même. C'est une situation mondiale qui est caractérisée par une guerre sociale contre les travailleurs, la jeunesse et les peuples dans tous les continents, et en même temps une guerre contre les nations, notamment au Maghreb, sur notre continent, l'Afrique, au Moyen-Orient, et c'est une guerre qui est en train de s'étendre un peu partout pour prendre une dimension mondiale, quoi. Et dans notre pays, il y a quasiment une rupture entre la situation qui existait en 2012 et la parce que depuis 2015, c'est une véritable descente aux enfers que vivent les travailleurs, la jeunesse, les larges couches parmi le peuple algérien, qu'on produit d'une politique régressive, antisociale, voire antinationale, une politique d'austérité cruelle. Et donc, l'état d'esprit est différent. Même si en 2012, le taux d'abstention était aussi important, mais cela, c'est une défiance à l'égard du gouvernement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties par rapport à la transparence du scrutin. Il n'y en a pas plus cette fois-ci, mais en même temps, il y a une colère sourde. Il y a une colère chez la majorité. On voit bien qu'il y a une sorte d'indifférence. En même temps, pour nous, ce n'est pas un indicateur permanent. Vous avez constaté qu'il y avait une indifférence pour ces élections? Nous le voyons. Parce que la majorité des citoyens, ils sont très, très angoissés. Ils sont très angoissés. Il y a trop d'incertitudes par rapport au lendemain. Et en même temps, nous avons un gouvernement qui se comporte comme s'il allait être éternel. En principe, à la veille d'un scrutin, et les responsables disent que c'est important, il faut aller voter, je comprends. Je comprends qu'un Premier ministre ou qu'un ministre de l'Intérieur appelle à voter. Mais je ne peux pas comprendre non plus que le gouvernement engage, par exemple, le sort du pays dans des décisions, qu'il se comporte comme s'il allait durer encore 30 ans ou 40 ans, voire plus. Et qu'en même temps, sur le plan des garanties sociales, il y a des provocations permanentes. Comment voulez-vous que les gens s'intéressent au scrutin lorsque la facture d'électricité et de gaz explose? Elle n'a pas doublé, elle a triplé. Elle a triplé lorsque la facture d'eau a explosé, lorsque l'assurance, etc. Et lorsque le coût de la vie est devenu infernal pour la majorité. Donc il y a un état d'esprit qui est totalement différent de 2012. Mais en ce qui nous concerne, la campagne, je dois dire, elle s'est bien déroulée, malgré les quelques entraves. Mais bon, ça, c'est un peu normal. En 2012, vous aviez dit qu'il y avait des quotas. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des quotas en 2017, Louisa Hanoun? Vous savez, en 2012, nous n'avons jamais parlé de quotas. Nous, ce sont d'autres qui en parlent.
D'accord? Parce que nous savons comment procède l'administration, du moins par le passé. Comment ça se passait? Nous voyons bien comment la fraude se faisait, oui. Mais là, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a une pollution politique terrible. Terrible. Comment voulez-vous que les gens s'intéressent en plus à la politique lorsque vous avez un candidat qui est un homme d'affaires connu pour avoir pillé les fonds publics et le foncier, les infrastructures publiques? Je parle de la ville d'Annaba qui distribue des portables. Vous parlez de M. Tliba. Moi, je ne cite personne. Oui. Il distribue des portables. Comment voulez-vous que les gens s'associent à la campagne électorale lorsque le maire de la commune de Chorfa, dans la même ville d'Annaba, envoie une convocation officielle aux travailleurs, c'est-à-dire aux fonctionnaires, pour les obliger à aller assister au meeting de ce monsieur, et que dans des usines, dans des administrations, on a contraint des fonctionnaires et des travailleurs pour aller assister au meeting des partis qui les ont égorgés, c'est-à-dire de leurs bourreaux. Et bon, à partir de ce moment-là, ça ne peut provoquer que du rejet. Mais, en ce qui nous concerne, parce que nous avons un bilan, pour nous la campagne électorale c'est un bilan. C'est notre bilan, c'est le bilan de la majorité. Et donc nous, dans cette campagne, en fait, nous avons dialogué, nous dialoguons et nous interpellons les consciences, les raisons, nous nous adressons avec respect. Nous ne faisons aucune pression sur les consciences. Nous ne criminalisons pas l'abstention parce que nous considérons que c'est une position politique respectable de celui qui exprime un mécontentement, de celui qui n'a pas confiance, qui veut exprimer un rejet. C'est le cas en France, c'est le cas partout dans le monde et chez nous. Et c'est pas une nouveauté. Mais nous, c'est une campagne militante, engagée. C'est-à-dire que nos salles, d'ailleurs ça se voit sur les chaînes de télévision, sont toujours archi-combles parce que nous sommes un parti authentique, qui a une base, qui est structurée. Et est-ce que votre parti... Donc attendez, oui. je vais terminer. Il y a quelque chose d'important. Avant, jusqu'à 2012, quand on menait une campagne électorale, eh bien on affichait des invitations à tel meeting ou à une rencontre, etc. Ça ne se passe plus comme ça. Maintenant, soit, comme parti politique, vous avez une base militante réelle, et c'est elle qui vient. Bien sûr, il y a toujours des sympathisants, il y a les amis du parti qui viennent, et là, on voit très bien que vous êtes capable de mobiliser, sinon vous n'avez personne. Vous voyez des salles vides, mais vous voyez des salles des partis de la majorité dans lesquels il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ce parti, qui sont là par contrainte. Le FLN et le RND remplissent les salles. Non, le RND depuis le début, mais le RND utilise la contrainte. En obligeant les travailleurs des usines notamment, mais aussi des communaux. Je vais vous donner un exemple. À Enmlila, à Oumel-Boari, on a obligé les travailleurs de l'usine des cabines sahariennes à être présents, c'est-à-dire on leur a donné congé, on les a obligés, après avoir signé une présence, bien sûr, un acte de présence, on a obligé les communaux, on a obligé aussi les transporteurs de poids lourds vers le sud. Et lorsque il y a eu des plaintes déposées au niveau de l'AIC, c'est-à-dire la haute instance chargée de la transparence, en principe des élections, elle a dit ce n'est pas illégal. Mais c'est ça la campagne, Zahnoun. C'est pas une campagne électorale. Non, la contrainte est illégale. La contrainte est illégale. Quand on oblige les travailleurs de l'Hajjar, par exemple, ou des enseignants à signer, parce qu'ils doivent être présents, à aller se présenter sous la contrainte, je dis bien la contrainte, les élections, la politique, c'est un acte volontaire. D'accord ? Contraindre, c'est pire que le parti unique, c'est du totalitarisme. Et malgré ça, je vais vous dire, notre campagne à nous, elle est exemplaire. Pas de contrainte, c'est-à-dire pas de chantage, pas de pression sur les consciences, mais les gens nous connaissent et nous respectent. Et est-ce que vous avez eu des garanties sur la transparence de cette élection législative ? Vous savez, j'ai écouté le président de la haute instance, il y a de cela 2 jours, et qui disait, bon, grosso modo, la campagne, c'est plutôt le bilan est acceptable, voire positif. Mais c'est quand même extraordinaire. Toutes les plaintes qui ont été déposées n'ont reçu aucune réponse positive. Par exemple, lorsqu'une instance ne peut pas intervenir dans le mélange entre l'argent sale, et la politique, la campagne, elle est polluée dès le départ, depuis le début. Le processus électoral a été pollué lorsque il y a des pratiques qui sont totalitaires et illégales et que la haute instance dit non, c'est bon, c'est normal, etc. Lorsque, il y a 2 partis, les partis gouvernementaux qui se comportent en hors-la-loi. Tout leur est possible, tout leur est permis, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc il y a une inégalité, d'accord ? Les garanties, oui, les intentions, il y en avait beaucoup, d'accord ? Donc vous avez eu des garanties de transparence ? Non, les intentions, j'ai dit les intentions. C'est vrai que j'ai entendu, monsieur le ministre de l'Intérieur,
le secrétaire général du ministère de l'Intérieur menaçait ceux qui oseraient frauder, donc toucher au libre arbitre des citoyennes et des citoyens. Mais d'ores et déjà, nous voyons qu'il y a des dérapages, nous voyons qu'il y a... Donc les garanties, elles restent, comment dirais-je, virtuelles. Elles restent virtuelles. Maintenant, évidemment, moi je sais que ces élections auront lieu dans une période charnière, parce que notre pays traverse la crise la plus grave depuis l'indépendance. Et je mets en garde, parce que toute tentative de tripatouiller les résultats du scrutin, ça peut donner l'étincelle. Mais en 2012, vous aviez dit que les résultats n'étaient pas les bons et... Ah non. Ah mais en 2012, la situation, elle était différente. En 2012, vous avez dit que vous auriez dû avoir plus de sièges, mais vous avez accepté ce résultat. Attendez. Lorsqu'on fait de la politique, on sait que la politique, ce sont des processus et que les droits s'arrachent, ne s'octroient pas. D'accord ? L'indépendance, nous ne l'avons pas eue sur un plateau d'argent. Les libertés et les espaces démocratiques non plus en 88. La paix, on ne l'a pas recouvrée comme ça. Il a fallu des centaines de milliers de morts, de blessés, etc. Et plus d'une décennie de combats et de mobilisation des forces de sécurité, de l'ANP, etc., donc de résistance et de lutte. Tamazir, pour qu'elle devienne deuxième langue nationale puis deuxième langue officielle, il a fallu plusieurs décennies de combats, n'est-ce pas, et de sacrifices de militantes et de militants. Et les droits sociaux arrachés, les droits socio-économiques arrachés entre 2008 et 2014, c'était par la grève, par les mobilisations, par les sittings, par les marches, même réprimées. Et c'était le combat du Parti des travailleurs à l'Assemblée nationale et en direction du président de la République. Donc en 2012, nous avons eu 85 sièges, preuve à l'appui avec les PV. On ne nous a laissé que 24, et encore difficilement, après des recours. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que l'administration sauve le FLN qui allait disparaître. Et bien cela se reproduit un peu en ce moment, parce que le FLN est déchiré, il est en cours d'effondrement. Non. Pourquoi avoir accepté de siéger alors ? Et donc, pour sauver le FLN, je ne sais pas, j'espère que les autorités vont respecter le libre arbitre, parce que déjà, le taux d'abstention, il risque d'être record. Et si les autorités ne respectent pas le libre arbitre, qu'allez-vous faire ? Les autorités assumeront leurs responsabilités, parce qu'en 2012, la situation sociale et économique était différente. Il y avait de l'argent. Entre 2008 et 2014, il y avait une situation contradictoire, une politique contradictoire. Les prédateurs pillaient bien sûr les fonds publics à travers les marchés, à travers les faux crédits économiques, et donc ils s'enrichissaient encore plus. C'est ce que j'appelle, bien sûr, ce que j'ai appelé l'oligarchie, mais maintenant c'est un concept qui a été adopté par plusieurs forces politiques, à juste raison, par des experts, parce que c'est vraiment une oligarchisation de l'économie, mais de façon prédatrice. Mais il y avait aussi des droits pour les travailleurs, il y avait une amélioration du pouvoir d'achat, il y avait des postes d'emploi pour la jeunesse, même s'ils étaient précaires. Donc, cela nous a protégés du pseudo-printemps arabe, c'est-à-dire du chaos, parce qu'il y avait encore des ressorts. Mais depuis fin 2014, c'est la régression tous azimuts. Il n'y a plus de développement. Le développement a été stoppé, donc on ne crée pas d'emplois. Dans la fonction publique, il y a eu donc une directive qui a été donnée en avril 2015 pour ne plus créer d'emplois et ne plus remplacer les départs à la retraite. Pardon, je termine la phrase. Vos réponses sont longues. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup de détresse. Vous savez très bien que la harga, c'est-à-dire nos jeunes qui vont risquer leur vie en haute mer pour aller rejoindre l'autre rive, alors que l'autre rive va plus mal que nous, en fait, sur le plan socio-économique, mais ils espèrent trouver une issue et un avenir. Alors nos jeunes qui se suicident, les fléaux sociaux, le banditisme, et tout cela, c'est une expression violente de la décomposition sociale et donc de la détresse. Nos craintes, c'est que cette situation ne devienne le vivier du terrorisme. Le terrorisme, il se nourrit toujours. On parlera du terrorisme lors de la deuxième partie. Vous avez parlé de crise économique. Aujourd'hui, vous êtes clairement contre la suppression des subventions au nom de la défense des intérêts des classes populaires. Mais comment trouver l'argent, Louis Hanoun, au moment où l'Algérie vit une grave crise financière à cause de la chute des prix du brut ? En fait, l'Algérie vit une grave crise politique, institutionnelle, de régime. C'est la crise du système hérité du système de parti unique, qui est devenu moribond, obsolète. Et
c'est l'expression de la crise mondiale, en fait. Parce qu'en réalité, la chute du prix de baril a fait tomber les masques, définitivement. Avant, il y avait de l'argent, donc le gouvernement pouvait donner un peu à la majorité, beaucoup à la minorité des multimilliardaires. Mais là, pour la minorité, aucun contrôle. Hein. Les exonérations d'impôts, les crédits, le foncier, tout. Alors, mais pour la majorité, il y avait un peu d'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, c'est un régime qui est au service exclusif de la minorité très riche, parce que les crédits ne se sont pas arrêtés, parce que le pillage ne s'est pas arrêté. Alors que pour la majorité, on dit il faut accepter, il n'y a pas de choix, il n'y a plus d'argent. L'argent se trouve dans les impôts non recouvrés, qui ont atteint 12 000 milliards de dinars à fin 2015 seulement. Ça veut dire peut-être que maintenant, il est à près de 20 000 milliards. Les crédits prétendument économiques non remboursés, 7 500 milliards de dinars à fin 2014. Ce ne sont pas mes chiffres, ce ne sont pas les chiffres de la presse, ce sont les chiffres de l'ONS, ce sont les chiffres du ministère des Finances. Vous avez la surfacturation entre 15 et 20 milliards de dinars par an. Ce sont les chiffres de la douane. Vous avez chaque jour un scandale insupportable de l'explosion de la corruption, des sommes colossales que je ne suis même pas capable de retenir tellement c'est énorme. Et attendez. Le problème dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas d'effectivité de la Constitution. Notre Constitution, avant, et celle qui a été amendée en 2016, contient toute une série de règles, de principes, de normes, de garanties, des droits sociaux, des droits démocratiques, mais que ce gouvernement viole en permanence à travers des lois anticonstitutionnelles et des pratiques anticonstitutionnelles. Je termine mon idée là-dessus. La Constitution révisée en 2016 énonce la confiscation des fortunes mal acquises. D'accord? Mais les fortunes mal acquises, alors on les voit proliférer et s'accroître. Mais personne ne bouge parce qu'il n'y a aucune institution capable de le faire. La Cour des comptes, certes, elle contrôle, mais 2 ans plus tard, l'utilisation des deniers publics, mais elle n'a pas les moyens, elle n'a pas le nombre de juges nécessaires et en plus, ces rapports ne sont même pas pris en compte, même si dans la nouvelle constitution, il y a une petite réforme, une petite avancée. C'est une bonne constitution? Non, il y a quelques avancées, mais qui restent aussi virtuelles, parce que le gouvernement viole. Le droit de manifester, il est constitutionnel, c'est écrit, mais il est violé tous les jours. Le droit de grève est constitutionnel. Mais non, regardez, dans le secteur de la santé publique, les médecins, les praticiens de la santé publique, donc, étaient en grève le 24, devaient entrer en grève. Eh bien, qu'est-ce qui se produit? Le président du syndicat et son adjoint sont convoqués par la police pour aller comparaître. Ça s'appelle du harcèlement. Ça s'appelle du harcèlement, une violation d'un droit constitutionnel. La Constitution réformée, et ça fait partie de nos propositions d'ailleurs. Une nouvelle Constitution? La nouvelle Constitution, elle criminalise la fraude fiscale. Ça, c'est nous, comme elle criminalise le nomadisme politique, elle abolit la criminalisation de l'article de presse, quoi, le délit de presse. Elle abolit le délit de presse, mais vous avez un journaliste qui meurt en prison, vous avez un autre qui observe une grève de la faim, vous avez des pressions énormes. Toute la presse privée le sait. Elle est sous la contrainte de la publicité, mais la contrainte aussi de la fermeture. Attendez, ça c'est une violation de la Constitution. C'est la raison pour laquelle, au centre de notre engagement, dans ces élections, nous expliquons aux citoyens que nous allons nous battre pour que ça devienne effectif. Alors, l'argent, on peut le trouver là. Confiscation des fortunes mal acquises. Feu Ouari Boumedine nous a laissé une phrase géniale. D'où tiens-tu cela? Min ayna laka hada? Nos voisins en Tunisie, ils l'ont adopté. Et ils ont fait une loi, parce que la corruption chez eux, elle a explosé aussi. Comme en France, comme partout ailleurs, aux États-Unis, parce que c'est la crise d'un système mondial, du système capitaliste. Et donc, eux, ils ont fait ça. Et nous devons le faire. Et nous prenons l'engagement de le faire pour qu'on puisse demander des comptes à ces nouveaux riches, à tous les responsables. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous que des citoyens s'intéressent à des élections lorsque pour eux l'Assemblée nationale c'est un moyen d'enrichissement, c'est un moyen pour utiliser l'immunité parlementaire à des fins personnelles, à des fins d'intérêt matériel. Alors il s'agit de rétablir, de mettre de l'ordre dans tout ça. Vous avez dit se battre. Est-ce que vous accepteriez, Louisa Hanoun, de vous battre au sein du gouvernement? Si à l'issue de ces élections, on vous propose d'entrer au gouvernement, vous avez toujours refusé, est-ce que vous pourriez changer d'avis cette fois? Si nous avons la majorité,
ou si nous sommes la première force politique. Et si vous ne l'êtes pas? Ah non, dans ces conditions-là, vous savez, ces mariages contre nature, nous sommes contre. Hein. D'ailleurs, ça fait partie ça fait partie des raisons de la crise qui secoue différents gouvernements en Europe et un peu partout dans le monde. Ces gouvernements, tantôt on les appelle d'union nationale, tantôt on les appelle de je sais pas quoi, de consensus, où vous avez un parti de gauche qui est avec un parti de droite, c'est-à-dire un parti qui est contre la privatisation, qui est pour la propriété collective des grands moyens de production, qui est avec un parti qui défend les intérêts de la minorité, des patrons. Pour vous, ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Mais en Algérie, il n'y a pas de droite et ni de gauche. Si, ça détruit le multipartisme, ça détruit le mandat, le respect du mandat. Les citoyens qui vont voter pour nous, ils vont voter pour notre engagement. Ils n'ont pas voté pour qu'on soit avec des partis qui sont en train de désertifier l'économie nationale, désertifier les droits sociaux depuis 2015 et qui se sont mis au service donc de cette oligarchie. D'ailleurs, des partis qui ont mis donc des nouveaux riches dans leur liste, des nouveaux riches qui ont acheté leur place, leur emplacement quoi, sur la liste, et puis ils sont en train d'acheter des voix aussi. Donc un parti qui milite pour la recomposition, hein, qui veut rétablir et réhabiliter la pratique politique saine, il ne peut pas gouverner avec un parti qui est responsable de la décomposition politique et sociale. C'est impossible parce qu'à ce moment-là... Avec quel parti politique algérien vous pourriez, par exemple, gouverner, Louis Cela dépendra des programmes, mais d'ores et déjà. FLN, RND exclu? Attendez. Ah non. Le RND et le FLN, ce sont des partis qui portent l'entière responsabilité dans le saccage qui s'est produit depuis 2015, parce que leurs députés se sont comportés comme un rouleau compresseur. Ils n'ont accepté aucun amendement, le plus petit soit-il. Ils ont voté pour la loi des finances complémentaires 2015, qui a divisé la TAP en deux, étranglant plus de 1000 communes algériennes, d'accord? Et ils ont voté la loi des finances 2016, la loi des finances 2017, qui sont à l'origine donc du désastre qu'il y a aujourd'hui, de cette détresse sociale, et de cette flambée des prix. Mais ces députés au moins étaient présents, Louis Zahnoun. Vous êtes absent de l'hémicycle depuis plusieurs années. Est-ce que c'est une stratégie? Oui. Si vous êtes élu, si vous êtes élu le 4 mai, est-ce que vous allez vous absenter aussi? C'est une décision du Parti des travailleurs. Le parti est libre, moi je suis député, mais je peux vous assurer, et les citoyens le savent, que tout le courrier qui vient, il m'est adressé à moi, tout le courrier, à l'échelle nationale, même là où nous avons des députés, c'est comme ça, ça s'est établi comme ça, et que je travaille avec les députés sur l'orientation, je me réunis avec le groupe parlementaire, rien ne se fait sans qu'il y ait une discussion ensemble, d'accord? Je n'ai pas fait acte de présence à cause de la composante de cette Assemblée, d'accord? Et parce que déjà dans le précédent mandat, il y avait des députés qui se comportaient comme des baltagui à l'intérieur de l'Assemblée, qui m'ont manqué de respect, qui m'ont insulté au su et au vu des plus hauts responsables et personne n'a levé le petit doigt. Alors la direction du parti a considéré que je ne pouvais pas m'asseoir à côté de gens comme ça, et que, d'autant plus qu'il y a dans cette Assemblée, pire encore dans la précédente, parce que c'est un peu comme ailleurs, hein, là où il y a des crises. Depuis 1997, chaque mandature qui part est bien sûr meilleure que celle qui vient. Il y a une régression en permanence. Et donc, nous espérons que là, cette fois-ci, nous espérons qu'il y ait un sursaut. Donc si vous êtes élu le 4 mai, vous allez siéger? Si je suis élu le 4 mai. Vous siégerez? Et attendez, et d'abord parce que nous sommes persuadés que dans ces élections, nous sommes le seul parti véritable, qui a démontré qu'il a une base sociale, qu'il est capable de drainer des sympathisants et des amis parmi les travailleurs, la jeunesse, les commerçants, etc. Le seul parti qui fait des meetings massifs, le seul parti qui est respecté réellement par les citoyens dans les sorties de proximité. Et les citoyens viennent à nous parce qu'ils connaissent notre bilan. Notre bilan, c'est un bilan de combat. Nos militants, nos députés à l'Assemblée, ils ont combattu, c'était une guerre qu'ils ont combattue. Et ce sont des élections qui se déroulent dans une situation de guerre sociale à l'échelle mondiale, mais aussi dans notre pays. Alors, FLN... Et une guerre des prédateurs contre l'État algérien, contre la démocratie politique, parce que les institutions de l'État sont en danger. Donc nous, notre participation, elle n'a rien à voir avec la démocratie, ni avec la transparence. Elle est en rapport avec les enjeux qui sont
en fait, les enjeux, c'est l'existence de la nation algérienne, c'est la pérennité de l'État. Alors nous allons nous battre pour préserver nos sièges, pour interdire qu'on nous vole ne serait-ce qu'une voix, d'accord? Et je dis, dès à présent, je mets en garde encore une fois contre la tentation de manipuler les résultats, et j'interpelle messieurs les walis, qui sont les représentants de la République dans les wilayas, et non pas les représentants du FLN ou du RND, parce qu'ils sont censés être neutres. Et j'interpelle le gouvernement, d'accord? Aucun membre du gouvernement qui est maintenant en exercice n'a le droit de tenter d'influer sur l'état d'esprit, ou je veux dire sur les consciences des citoyennes et citoyens. Est-ce qu'on peut s'attendre à un vote islamiste important lors de ces élections législatives? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Non, parce que dans la campagne électorale, on voit bien que leurs meetings sont très faibles. Vous savez, nous avons donné par le passé. Les citoyens algériens n'ont pas oublié. Et en plus, dès lors qu'ils entendent un parti qui était dans l'opposition dure annoncer qu'il veut entrer dans le gouvernement, qu'il veut tant de ministères, etc., tant de portefeuilles, bon, ça veut dire que il le sanctionne en réalité, parce que pour les citoyens aujourd'hui, le gouvernement signifie la régression, signifie les privations, signifie la provocation, signifie l'enrichissement illicite pour une minorité au détriment des besoins les plus élémentaires de la majorité. Donc tout parti qui annonce d'ores et déjà que la seule chose qui compte pour lui, c'est d'entrer dans le gouvernement, il risque d'être sanctionné. C'est ce que nous avons entendu chez les citoyens. Et en même temps, il y a d'autres partis qui sont dirigés, qu'on appelle les partis de l'allégeance, qui ne sont pas au gouvernement, mais qui sont dirigés par d'anciens ministres et qui ont affiché de tout temps leur désir de réintégrer le gouvernement. Attendez, oui, je termine ma phrase. Rapidement. Donc, il y a une décantation qui s'est opérée dans cette campagne, d'accord? Je vous ai dit, nous jugerons sur les programmes. Pendant cette mandature-là qui s'est terminée, en 2016, nous avions fait un travail commun avec des partis d'opposition dans l'Assemblée. Par-delà leur idéologie islamiste ou autre, le FFS, nous avons fait un travail commun, d'accord? Mais dans ces élections, les choses se sont décantées. Vous avez initié l'appel des 19, avec notamment Khalida Toumi et d'autres militants et anciens moudjahed. Toujours aucun contact avec le président de la République, avec la présidence de la République depuis cet appel, Uzahnoun? Pas de contact officiel. Officiel. Voilà. Pas de contact officiel, mais bon, nous n'avons pas eu de réponse, mais de toute façon, comme je l'ai déjà dit, je crois même dans votre émission, le président de la République et son staff, ils savent où nous trouver. S'ils changeaient d'avis, si les conditions évoluent vers une ouverture, vers un dialogue, justement, comme cela a existé jusqu'aux élections de 2014, parce que c'était une tradition. C'était une tradition que le président de la République dialogue, pose des questions, veuille savoir, etc. Mais, je veux dire, les relations ne sont pas rompues non plus. D'accord? Mais cela, ça concerne les 19. Ça ne concerne pas le Parti des travailleurs, qui est en campagne pour gagner les élections législatives du 4 mai prochain. Parce que nous sommes le parti de l'avenir. C'est le parti qui démontre, vous savez, nous avons mené une campagne avec un argumentaire très fort, que ce soit sur les sources de financement, sur les raisons de la crise, sur comment sortir de la crise. Et dans notre engagement, nous abordons y compris la politique étrangère. Vous savez, la politique étrangère, c'est la continuation de la politique intérieure. Lorsque, sur le plan interne, un gouvernement tourne le dos à la majorité, lorsque même pendant la campagne électorale, il provoque la majorité avec des mesures antisociales, alors que le pouvoir d'achat il est totalement liquidé, totalement anéanti. Alors, ça veut dire qu'il prépare une situation de révolte, de je ne sais pas quoi, d'accord? Et donc nous avons mené une campagne propre et limpide pour expliquer que la politique étrangère, elle ne peut pas résister longtemps. Parce qu'elle ne peut pas résister longtemps, et la preuve. Et la preuve, il y a eu une agression militaire américaine contre la Syrie. D'accord? On laisse ça pour la deuxième partie. Sur ça, on va y revenir, je sais. Et nous, en principe, notre politique, c'est de condamner, de dénoncer, parce que c'est une agression. D'accord? Et en même temps, sur beaucoup d'autres questions sur lesquelles, bien sûr, nous reviendrons là-dessus. Mais dans nous avons soumis aux Algériennes et aux Algériens un engagement.
Pas de promesses, pas de promesses. Ce n'est pas un programme politique puisque nous avons le nôtre. À juste raison, l'administration, le ministère de l'Intérieur a considéré que les partis n'ont pas besoin de présenter un programme. Mais nous, c'est un engagement pour des combats que nous allons mener. Plus de 60 engagements qui touchent l'ensemble des aspects économiques, sociaux, culturels, de l'environnement, la justice, la séparation des pouvoirs, l'immunité parlementaire, tous les aspects, les droits des travailleurs, de la jeunesse, les droits des retraités, la préservation des cadres, l'effectivité de la Constitution et la règle de la hiérarchie des lois. Merci Youssef Hannoun, restez avec nous. On passe à la deuxième partie de Place au débat.